Merci. Donc, je vais assez peu parler d'archives finalement et plus de pratiques vraiment liées à l'Internet et aux nouveaux médias. Donc j'ai vraiment pris face au flux comme une expression qui désignait ce champ spécifiquement. Donc je m'intéresse à des artistes qui travaillent spécifiquement sur ce champ. Donc le constat n'a plus à être fait. Nous vivons l'époque du règne de l'image et ce règne transforme fondamentalement nos capacités de penser ou plus fondamentalement d'éprouver le monde. L'image est partout et il n'y a à peu près rien aujourd'hui dans nos expériences vécues qui ne soit appelé à une sorte de partage du sensible sous la forme de sa reprise numérique. Pardon. On a dit de parler fort. Du coup, parler fort, on règle demi-tour. D'accord. Et le fait est que l'image photographique, par les dimensions d'instantanéité et d'adhésion immédiate à la réalité auxquelles elle semble nous donner accès, est devenue le médium parfait pour produire un tel partage. Nos appareils domestiques fabriquent des images de plus en plus définies. Connectés sur les réseaux sociaux, ils organisent une mémoire visuelle. Excusez-moi. J'ai perdu ma ligne. Ils organisent une mémoire visuelle qui se nourrit d'elle-même au quotidien. Donc, pouvons-nous encore parler, dans ce vaste mouvement de production d'images, d'un acte de prise de vue, c'est-à-dire d'un positionnement du regard dans et devant l'ordre du monde? Cette production visuelle se caractérise désormais en termes de flux, c'est-à-dire de mouvement de données informatiques. L'image aujourd'hui, d'un point de vue technologique, comme tout document, se laisse reconduire à la conjection d'un ensemble de data, de données produites dans une logique où une vue chasse l'autre à chaque instant, selon un rythme sur lequel nous n'avons finalement plus aucune prise. C'est jusqu'à la capacité de l'image de faire trace ou empreinte qui semble disparaître. Si tant d'images se font presque d'elles-mêmes, selon un dispositif technique où notre propre corps ne semble plus être qu'un paramètre parmi d'autres dont le déclenchement de l'outil auquel il est appareillé, quel sens y a-t-il à produire encore de nouvelles vues? Cette question, nous semble-t-il, propose d'elle-même sa solution. Si les images se donnent à expérimenter en termes de flux, selon un mouvement qui emporte notre regard, seules des images sont à même de nous en sortir, de suspendre ce mouvement et finalement de l'ouvrir. C'est un peu le thème de la conférence. Pourquoi faire des images? Précisément parce qu'il y en a trop et que le regard doit, dans cet excès qui l'environne, trouver à quoi s'arrimer pour redécouvrir ses puissances propres de compréhension ou d'interrogation du monde. Pour le montrer, nous nous proposons de réfléchir à cette inflation du visible, à cette dimension résolument intrusive de l'image dans nos environnements quotidiens d'existence. Cette situation contemporaine, qui nourrit une crainte légitime de voir se construire un ordre de pur contrôle social, atteint-elle fondamentalement le pouvoir suspensif et la capacité à faire événement de l'image? Et si oui, comment retrouver cette capacité? J'ai fait un PowerPoint. Donc, mon premier point, plonger dans le flux, photographie et temps réel. L'expérience que nous pouvons avoir quotidiennement de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est que les outils numériques qui sont les nôtres et qui ne cessent d'évoluer avec une rapidité déconcertante, nous imposent dans une certaine mesure de vivre sous le régime de l'immédiateté, de la vitesse, sinon de la précipitation. Le temps réel est devenu une pure injonction et semble fixer un nouveau cadre et une nouvelle norme à nos activités. Cette nouvelle donne technologique et culturelle n'est pas sans effet sur les possibilités ouvertes à la pratique artistique en général et à la photographie en particulier. Comment penser le médium photographique dans un complexe technologique fortement incitatif et dont le sens est de conduire les individus qui s'y inscrivent à produire des contenus qui se chassent les uns les autres à chaque instant? Dans cet ordre, l'image n'est plus tant mobilisée par sa capacité à suspendre le devenir et à éterniser un moment vécu pour l'exposer à notre attention que pour la simplicité avec laquelle elle nous permet de faire état d'une situation. Apparemment sans délai, sur les réseaux de nature diverse que nous utilisons et auxquels nos appareils sont complètement articulés. L'usage contemporain de l'image fixe, loin de nous permettre d'interrompre le flux du devenir, de suspendre le mouvement du monde pour ouvrir en lui un nouveau régime de visibilité, signale une sorte de reprise numérique du réel, dans laquelle la photographie est elle-même prise dans un flux d'apparition éphémère et de disparition soudaine. Selon une logique de publication où chaque contenu proposé contribue à éliminer ceux qui l'auront précédé et dont la seule pertinence aura été de permettre à un entourage plus ou moins proche d'adhérer un instant, dans une sorte de vertige du temps réel, à une situation dans laquelle rien a priori ne s'adressait à lui. Donc, Éric Sadin, dans un ouvrage qui s'appelle La vie algorithmique, remarque à propos du temps réel, je cite, qu'il correspond à un mode d'appréhension qui élimine, au fur et à mesure, ne se concentrant pas tant sur l'instant que sur ce qui advient. En cela, le temps réel ne correspond pas à un présent en quelque sorte continuellement étiré,
à la durée bergsonienne. Il rend possible l'observation immédiate des événements, mais avec un retard imperceptible qui appelle de suivre sans fin l'impulsion suivante, n'exposant jamais un état pleinement avéré. Donc ça questionne par rapport à la photographie qui, justement, doit suspendre un état. On le suppose, en tout cas. Donc le temps réel donne lieu à une forme de perception et d'action, je le cite encore, faisant corps avec le milieu, mais sans s'y confondre totalement, ce qu'il inscrit, dit Éric Sadin, dans le régime de l'alerte. Donc on en fait tous l'expérience avec nos smartphones. De toute évidence, les médias que nous utilisons quotidiennement sont au service de ce temps réel computationnel, donc c'est une expression que j'emprunte encore à Éric Sadin, dont l'éthos, je cite, tend à se fondre ou à se confondre avec la nature quantique et volatile du monde, réconciliant de façon inattendue la rationalité découpante cartésienne et le principe de l'impermanence zen, qui résonne un peu avec la pièce qu'on vient de voir. Oui. Encore un peu ? Dans cet ordre, les appareils de prise de vue qui nous permettaient naguère d'être au monde et de lui faire face sont désormais des outils, parmi d'autres, auxquels il est demandé de nourrir ce flux du temps réel, mouvement qui opère comme une lame de fond, où tout ce qui advient porte le signe de sa propre disparition. Éric Sadin parle d'une dimension néo-héraclitéenne de la technologie, en fait. À cet égard, le succès de certaines applications de partage d'images éphémères, comme Snapchat ou autres, ou encore le développement récent de la logique du direct sur les réseaux sociaux sont particulièrement éloquents. Dans ce contexte aux implications et aux conséquences multiples, les puissances de l'image photographique semblent à bien des égards prises à revers. Jean-Christophe Bailly, parmi bien des auteurs, a mis en évidence cette aptitude que nous donne théoriquement l'image photographique de retenir quelque chose du flux temporel. Toute photographie, dit-il, est une sorte d'arrêt sur image, à la fois stoppage et stupéfaction. Et le numérique, malgré la facilité de production et de suppression qu'il induit, ne retire rien, selon lui, à ce caractère fondamental de l'image photographique. Je cite un passage de L'instant et son ombre de Jean-Christophe Bailly. La photographie opère dans le temps et dans l'espace un stoppage. Un cadrage survenant sur l'instant qu'il capture empêche le temps de filer. Le référent qui est saisi dans ce cadrage peut n'être pas plus important qu'une simple remarque, mais cette remarque se suspend pour toujours. C'est le caractère nécessairement insaisissable de l'instant qui est nié. L'arrêt sur image, en quoi consiste la photographie, est une pure invention. Aucun regard animal ou humain, si fixe soit-il, ne peut accéder à ce vertige d'immobilité définitive. Or, justement, toute photographie est définitive. Il est de l'essence de la photographie d'être ce graphe que plus rien n'est en droit ou en passe d'affecter. Au sens strict, la photographie est stupéfiante, j'insiste sur ce terme, et elle l'est toujours. Même si le numérique donne au suspens photographique le caractère d'une extrême facilité d'effacement, il y a toujours cet instant de la formation-fixation en image qui demeure saisissant. Donc les termes que mobilise ici Jean-Christophe Bailly pour décrire l'opération photographique ont une forme de radicalité dont il faut prendre la mesure. Le stoppage d'abord, qui évoque un arrêt brusque et soudain d'un véhicule qu'on peut imaginer face à un accident prévisible, ou encore la stupéfaction, où c'est le flux de notre propre conscience qui est exposé à une forme de sidération et qui semble s'abolir et se figer dans une immobilité. Stoppage et stupéfaction supposent tous deux l'irruption soudaine d'un événement qui fait rupture dans notre expérience du réel. Aussi, ce qui se dit ici, c'est que toute prise de vue photographique, pour anodine qu'elle puisse être, le plus souvent produit un état de rupture. La rétention de l'instant, l'arrêt sur image, est toujours le signe d'une catastrophe, entre guillemets, au sens étymologique du terme, d'un renversement ou d'un retournement. Je précise juste au passage que dans cet ouvrage, Jean-Christophe Bailly fait grand cas des images qui ont été prises à Hiroshima et Nagasaki pour étudier ce qui travaille au fond de l'image photographique, en fait. Et je passe à mon deuxième point, qui s'appelle image fixe et disruption. La question qui se pose dès lors, c'est de savoir comment la photographie, dans un vaste système d'administration numérique du monde et de ses représentations, peut encore opérer et déployer cette puissance disruptive qui la caractérise. Que le sens de ce système soit de réduire autant que possible l'écart entre l'événement et son appréhension, comme le donne à penser Éric Sadin, ne peut qu'affecter le régime de l'art et les modalités de rencontre et de fréquentation des œuvres qu'il propose. Edmond Couchot et Norbert Hiller, dans un ouvrage qui s'appelle L'art numérique, un texte de 2003, ont bien mis en évidence les contradictions d'une époque où le goût de l'éphémère et l'impératif du temps réel, qui se manifeste également dans l'importance que prennent aujourd'hui des formes comme le happening ou la performance, sont corrélatives d'un temps, je cite, qui voit l'essor sans précédent des techniques d'enregistrement et de mémoire, qui voit aussi s'opérer, en ce qui concerne les images et les icônes, un transfert du monde de l'art au monde des médias.
C'est la question qui va m'intéresser. À cet égard, est-il besoin de rappeler qu'il n'y a aujourd'hui aucune région du monde dont nous ne puissions nous procurer une image sans avoir nous-mêmes à nous y rendre ou à la faire. La base de données visuelles en perpétuelle croissance et en mutation constante que constitue le projet Google Street View consiste préciséement à produire une vision du monde dans laquelle l'image ne fait plus rupture, puisque toute vue est reçue et perçue dans la continuité avec plusieurs autres qui la prolongent et qui construisent par leur juxtaposition une vision d'ensemble. Donc, certaines pratiques contemporaines se saisissent précisément de ces images constituées par Google dans sa volonté de photographier le monde, des images qu'on pourra qualifier, sans doute à juste titre, de non photographiques, dans la mesure où elles cherchent précisément à annuler ou à nier la puissance d'arrêt de la photographie. Le principe de Google Street View, c'est qu'on est amené à toujours aller plus loin dans la photographie, donc sa puissance de suspension est niée en fait. Donc si le problème du flux computationnel est de faire disparaître immédiatement les images qu'il accueille pour nous inviter à nous mettre en présence d'autres images, ce qui est le principe même de la navigation de Google Street View, l'artiste ne pourra lui faire face qu'à y introduire des facteurs à même de le rendre inopérant. Donc on parlait tout à l'heure d'aller contre la machine, et c'est un peu ces pratiques-là qui m'intéressent, donc on y vient, je vous rassure. Donc en disloquant le dispositif d'une certaine manière, ou en cherchant à l'intérieur de l'image elle-même un motif de suspension ou de stupéfaction. Donc deux artistes contemporains pour commencer, Julien Levesque d'une part et John Raffman de l'autre, m'intéressent par des travaux qui sont formellement assez différents, mais qui puisent à la même source. Donc ils utilisent vraiment Google Street View comme un potentiel d'image à mobiliser, et qui s'efforce, donc qui exploite ce foyer de ressources pour nous donner accès à un état poétique et, s'agissant de John Raffman, à un état critique du monde, en fait, qui est précisément donc, cet état poétique, ce que l'entreprise Google, à mon sens, et je pense que ça peut s'argumenter, vit précisément d'ignorer ou de nier, en fait. Dans Google, l'état poétique est juste complètement impossible, en fait. Donc Julien Levesque, dans Street View Patchwork, qui est un projet web en fait, recompose des panoramas en superposant des séries de 3 à 4 images interactives de Google Street View embarquées sur une page web. Je n'ai pas activé les pages parce que techniquement ça aurait été... Ah oui, pardon, je vais aller moins vite. Parce que les manipulations, c'est toujours très acrobatique, surtout quand on est un peu ému. Voilà, donc ce dispositif particulièrement simple propose une série de paysages imaginaires et impraticables, donc aussi bien visuellement que techniquement, qui requiert chacun le dispositif de navigation de Google, qui devient, à travers ce projet-là, un outil de pure désorientation, en fait. Donc, comment mieux mettre en évidence la vacuité de ce flux d'images que Google produit aveuglément? Sortir du flux, dans ce cas, ça consiste à le démultiplier, à l'exploiter pleinement, donc à utiliser toutes les ressources qu'il propose. Et cette pièce de Julien Levesque montre, derrière son aspect ludique, parce qu'il y a un truc un petit peu amusant que vous pourrez expérimenter derrière vos écrans, que la réalité est infiniment plus complexe que l'image que peut en produire son enregistrement mécanique, et purement mécanique. Cette réalité, j'ai fait quelques captures d'écran de ma propre expérience de cette pièce de Julien Levesque, que je vous laisserai expérimenter par vous-même. Donc cette réalité du monde peut du reste produire elle-même et d'elle-même les facteurs de perturbation qui rendent sa domestication impossible. Donc c'est ce qui m'intéresse dans le projet de John Raffman, qui s'appelle Nine Eyes, qui est aussi un projet qui est majoritairement en ligne, mais qui a été exposé à la dernière Biennale de Lyon, et dans lequel est exploité également les ressources proposées par Google Street View dans une logique de constitution d'une collection d'images trouvées, en fait. Donc c'est aussi un aspect qui m'intéresse dans mes propres recherches, la question d'utiliser des images qu'on ne fait pas soi-même. Donc ce sont des images qu'il a trouvées lors d'interminables navigations virtuelles et qui nous mettent en présence de scènes insolites, parfois brutales, réinjectant de l'imprévu dans un environnement qui semble en proscrire purement et simplement la possibilité. Donc, sur Google Street View, il n'y a pas d'événement et il n'y a pas de rencontre possible, en fait. C'est ainsi que l'on découvre que la cartographie du monde la plus objective et la plus neutre, puisse-t-elle vouloir être, n'échappe ni au trafic de drogue, ni à la prostitution, ni aux violences de tous ordres, ce dont l'application Google, pour qui voudra s'y perdre, témoigne malgré elle, en fait. J'ai
quelques exemples de visuels qui ont été enregistrés par Google, malgré Google, j'ai envie de dire. Et il y en a des centaines et des centaines. Oh, je suis un peu trop vite. Donc, ce que manifeste un projet comme Nine Eyes, à mon sens, c'est que le flux contient ou produit de lui-même des figures ou des éléments de perturbation qui vont permettre sa suspension. Mais ça suppose de s'y plonger complètement, en fait. La puissance d'arrêt qui nous fait sortir du flux, c'est moins ici le fait d'une image réalisée par un artiste, fût-ce sur le mode du détournement de matériaux préexistants, que d'une scène enregistrée fortuitement par un dispositif réglé de capture et de restitution du réel, qu'on imagine, à juste titre, aveugle dans son fonctionnement. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche Google Street View, mais les enregistrements se font et la modélisation est opérée par un programme. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu toutes les vues qui ont été produites dans ce contexte-là, en fait. À part sans doute John Hoffman qui passe sa vie à ça. Les concepts de dislocation et de relocation que le théoricien de l'art René Berger a développé pour penser le dispositif de l'installation vidéo me semblent particulièrement opérants ici pour problématiser ce qu'engagent les gestes de Julien Levesque et de John Hoffman. Donc, René Berger souligne en effet que le simple fait de déplacer des objets dans un espace qui ne correspond pas à leur fonction, et donc de les sortir de leur situation type, c'est une expression que je lui emprunte, suffit à faire apparaître en eux une nouvelle topique. Donc, annuler dans leur fonction des objets assemblés dans un espace restreint et placés dans le voisinage de vidéos ou d'autres objets dont ils peuvent obstruer la perception, sont perçus pour ce qu'ils sont dans leur immédiateté matérielle, en fait. Leur relocation, quant à elle, donc relocation, René Berger l'écrit en mettant un tiret entre re et location, donc il sépare le préfixe dans le terme. Donc, quant à leur relocation dans un nouveau rapport ou dans un nouvel espace, elle fait apparaître en eux de nouvelles topiques, elle nous ouvre à de multiples dimensions de sens que ces objets recèlent et qui étaient comme contenus en eux et étouffés par la relation d'usage que nous entretenons ordinairement avec eux. En ce sens, ce à quoi nous ouvre la dislocation et la relocation des formes, c'est à la possibilité de penser autrement le monde et la place que nous y occupons. À leur manière, c'est aussi à une dislocation que travaillent Julien Levesque et John Hoffman, à partir d'images dont la fonction qui est précisément locative, il s'agit avec Google Street View de se situer dans un espace qui nous est a priori étranger, extraire ces images du flux Internet, nous les adresser sur le mur d'un musée ou d'une galerie, c'est bien une manière de retrouver une dimension essentielle de la photographie qui consiste à découper et à prélever une vue limitée et cadrée sur le réel. Ce qui est ici digne de remarque, c'est précisément que cet acte de prise de vue relève moins d'une production d'image que d'un travail d'édition, ce que met en évidence Clément Chéroux dans un article qui donne le titre aux journées d'études qui nous rassemble aujourd'hui, savoir face au flux. L'usage des arts contemporains de la photographie qui est apparu dans Art Press en novembre 2015, je crois. Ce qui me fait passer à mon troisième et dernier point, où je vais m'intéresser à la pratique d'un artiste qui s'appelle Jacques Perconte, et qui se pose aussi la question des flux et des machines, en fait. Donc, à travers ces gestes d'édition, les artistes contemporains, à leur manière, cherchent à retrouver la possibilité de faire l'expérience d'un monde dont l'entreprise totalisante de Google, sous couvert de proposer une photographie intégrale du réel, semble à bien des égards nous avoir séparés. Un texte du philosophe Henri Maldinet nous donne de comprendre en quel sens. Soyez attentifs, c'est compliqué. Je cite quelques lignes. Donc, Henri Maldinet. L'ouverture inaugurale du monde dans le sentir n'a rien à voir avec le capital de renseignement qu'on appelle aujourd'hui information. Nous y sommes informés en un autre sens, au sens primitif, le plus concret du terme, où informer ne veut pas dire transmettre des connaissances, mais donner forme. Une forme à même laquelle une présence est amenée à soi. Là où il s'agit d'être le là du monde, il ne s'agit pas d'enregistrer des connaissances à son sujet, mais de connaître à son événement-avènement. Le propre de l'événement, c'est d'être irrépétable, de n'avoir pas d'itération dans le temps, puisqu'il fonde le temps. Donc ça, c'est une thèse d'Henri Maldinet que je ne peux pas développer, mais il le dit pour une raison précise.
C'est parce qu'il constitue lui-même un événement irrépétable, unique en sa propre genèse, qu'un tableau de Cézanne par exemple, amène le fond du monde à l'existence. Le réel n'est pas répétable, le répéter, c'est le doubler, le trahir. Or le code, c'est ce qui m'intéresse, non seulement présuppose, mais il institue le répétable. Il est une trahison de la réalité. Donc si Henri Malguinet ici n'évoque pas le code au sens d'un langage de programmation, ce qu'il écrit se vérifie très largement dans le contexte de la numérisation des formes qui nous intéresse. Le principe d'une image numérique, c'est précisément qu'elle peut être répétée à l'identique sur divers écrans sans rien perdre de sa définition. Pour autant que le nombre de pixels qui la composent reste identique, elle transmettra toujours les mêmes informations. L'image numérique suppose la réitérabilité, à même son apparition, dans le sens où même si son affichage semble instantané, elle ne devient visible à proprement parler sur un écran qu'au terme de l'exécution du code qui contient les informations de position et de colorimétrie de chaque pixel dont elle se compose. Comme résultat d'un code binaire ou hexadécimal, l'image numérique est une forme absolument prévisible. Il n'y a rien de vivant en elle qui puisse la faire différer de ce qu'un terminal attend d'elle. C'est précisément en travaillant cette dimension computationnelle de la photographie numérique que Jacques Perconte, dans un projet qui relève de ce qu'on a appelé le net art, parvient à faire de l'apparition de l'image photographique sur un écran un moment à la fois unique et non répétable. Donc un projet qui s'appelle I Love You, c'est une page web en fait. Donc c'est une application web initialement développée en PHP, devenue obsolète puis restaurée en JavaScript il y a 2 ans je crois, et dont le principe est à la fois simple et vertigineux. Jacques Perconte, en effet, a mis en place un algorithme qui permet au navigateur d'ouvrir le contenu, d'ouvrir le code informatique d'une image, de récupérer son code hexadécimal et de le parcourir en fait. Donc dans son algorithme, il a mis en place le calcul d'une variable. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec tout ça, mais bon, on pourra en parler après. Bref, il a mis en place un principe de calcul d'une variable qui lui permet d'obtenir une expression hexadécimale qui dépend de l'adresse IP de l'internaute, de l'heure à laquelle il se connecte, de tout un tas de facteurs comme ça qui sont vraiment liés à la situation spatio-temporelle de l'usager. Et qui, au terme d'une formule ou d'un calcul qu'il a lui-même mis en place et qui n'a aucune raison d'être, sinon le fait qu'un artiste l'a créé de toutes pièces, produit une valeur hexadécimale à 2 caractères en fait. Et donc cette valeur est recherchée dans le code source de l'image, et à chaque fois qu'elle est retrouvée, elle est remplacée par l'expression I love you. Donc il faut savoir que les images qui sont soumises à cet algorithme, c'est des images, c'est des détails de photographie de sa compagne Isabelle, peu importe comment elle s'appelle, et ce ne sont que des images de sa compagne en fait. Par rapport au dispositif du projet, il est important que seules des images de la femme qu'il aime puissent être perturbées par son algorithme. Donc le fichier image ainsi transformé contient plusieurs occurrences de l'expression I love you, puis est retransformé en fichier image interprétable par un navigateur. Ça, c'est pour l'aspect un peu technique, quoi. Donc ce que ça produit, c'est des choses un peu comme ça. En fait. Donc j'en montre 2-3. Une même image qui est affichée à 2 secondes d'intervalle ne produit pas le même effet. En fait. C'est toujours une photo qui est affichée par un navigateur. Donc voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a l'image telle qu'elle est interprétée par le navigateur une fois qu'elle contient l'expression I love you, et en dessous le code hexadécimal de l'image, qui est très long en fait, et quand on est sur cette application-là, on voit l'expression I love you qui apparaît en rose, et ça permet de compter le nombre d'occurrences en fait. Donc les implications donc le fichier image ainsi transformé, quand le navigateur doit l'afficher, donne lieu à une série d'aberrations que vous pouvez voir, plus ou moins radicales, qui peuvent aller de la simple transformation colorimétrique à la disparition du motif derrière les pixels, voire à la destruction pure et simple de l'image elle-même, quand les occurrences de l'expression I love you sont si nombreuses que l'image ne peut plus du tout être interprétée informatiquement. La photographie devient alors une sorte d'icône brisée, une vue promise à l'impossible. Cette expression d'icône brisée, c'est un terme qu'emploie Jacques Perconte pour décrire son dispositif. Les implications d'un tel geste sur la pensée de l'image et de la représentation numérique sont multiples et décisives. Il y a dans ce travail l'intuition que l'image numérique,
par la structure du code dont elle procède, n'est pas en mesure d'accueillir l'excès amoureux qui a pourtant présidé à sa fabrication. On pense évidemment à l'interdit de la représentation, qui n'est pas étranger à ce projet. Mais ce qui importe ici, c'est que cet iconoclasme technologique traduit moins un refus ou une pétition de principe par rapport à l'image en tant qu'image, que la recherche d'une défaillance et d'un point de non-retour dans le mouvement d'une forme visuelle, qui est mise à demeure d'exprimer un sentiment qui se découvrira de manière toujours neuve et imprévisible, à savoir le sentiment amoureux. Que peut une image à laquelle j'ordonne d'exprimer littéralement, donc en écrivant même son code, et en inscrivant dans sa structure, l'amour que je porte à ma bien-aimée. Donc que peut-elle sinon se fondre au contact de cette vague qui la traverse? L'image numérique, comprise comme un quantum d'information, est une image morte. Quand on y injecte un pur sentiment, elle déraille jusqu'à se briser totalement, et ça produit cette chose-là. L'autre aspect qui nous semble particulièrement important dans ce travail, c'est qu'il nous donne les moyens de penser, dans le contexte des technologies numériques, où tout ce qui advient est programmé, et où le hasard lui-même est calculé, une relation à une forme plastique qui ne peut plus être anticipée. En mettant en échec la représentation, le projet de Jacques Perconte, d'une certaine manière, pose la question de la présence que toute forme esthétique implique et qui, quand elle engage la relation amoureuse, ne peut être assumée sur un mode qui soit seulement virtuel. L'excès de cette présence produit de manière active et dynamique, par un parallélisme complètement inversé, un pur dépouillement informationnel. L'image qui contient beaucoup d'amour est une image abstraite, elle se dépouille de ses qualités plastiques et porte le regard dans des régimes où du visible, où la figuration devient impossible en fait. Les transformations auxquelles se prêtent les photographies d'Isabelle, la compagne de Jacques Perconte, ne sont annoncées par rien, et c'est en quoi elles peuvent à proprement parler nous informer. Informer, rappelle en effet Maldinet, c'est donner forme. Alors précisément, la forme, c'est d'abord un mouvement et une advenue avant d'être le résultat de ce mouvement, selon Maldinet. Je lui emprunte une expression, donc, qui dit très souvent, la forme se forme. Elle nous vient toujours depuis son propre fond et se signale elle-même dans le mouvement de son autogénèse. Donc une forme esthétique n'a pas de dehors, elle n'a pas de voisinage, et c'est très précisément ce qui se profile avec les images de Jacques Perconte, donc, qui, engendré par son algorithme, nous expose des détails du corps qui ne sont en contiguïté avec aucun autre détail possible et qui n'ont aucune extériorité a priori. Donc, leur abstraction les tient dans leur pur cadre en fait. C'est pourquoi ces images font événement dans le flux, en tout cas pour celui qui fait usage de ce site. Elles y introduisent des failles qu'elles franchissent aussitôt pour porter le regard à ce qui, dans l'image, ne peut pas être imaginé. Inscrites dans le flux, elles le brisent pour ouvrir le lieu de leur propre apparition, unique, jamais réitérable, car d'emblée anéantie par cette ouverture du code. J'ai presque fini, mais je ne voulais pas en rester sur ce projet-là. Donc, il importe de souligner que si l'algorithme mis en place par Jacques Perconte pour I Love You produit des images souvent arides et inconfortables, l'artiste a su trouver une touche proprement picturale dans son travail et qui est particulièrement sensible dans une série d'impressions d'images fixes réalisées à partir de flux vidéo, qu'il a produit dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu à Paris en 2015. Donc les flux vidéo de Jacques Perconte sont soumis à des algorithmes aussi de compression qui sont complètement maîtrisés par le cinéaste, ou l'artiste plasticien. Donc ce sont des algorithmes de compression où il s'agit, donc à la différence du pur lâcher-prise qui opère dans I Love You, où il s'agit de produire des effets désirés d'une certaine façon contrôlés, pour porter les images à une dimension plastique que je trouve à bien des égards sidérante. C'est ainsi que Tempête à Vieille-Saint-Gironce, dont on voit un aperçu ici, par exemple, ou encore des images extraites d'une série qui s'appelle des Marines, voilà, dont le titre de Marine dit bien la dimension plastique et picturale du travail, sillonne entre plusieurs régimes d'images, de la prise de vue réelle à la peinture, pour restituer une expérience du paysage qui renoue avec une tradition figurative, tout en reconduisant la pratique artistique à l'exigence de nous ouvrir à un monde sur lequel nos yeux se posent pour la première fois. Dans leur dynamique, les images génératives de Jacques Perconte retrouvent, nous semble-t-il, quelque chose de ce qui caractérise les formes esthétiques selon Maldinet, qui ne peuvent être là, et se trouver elles-mêmes dans le « i » du « il y a ». Donc,
il y a du flux et comment occuper une place dans ce flux, qu'en brisant le cercle de nos habitudes, des systèmes de représentation et des réseaux de signification dans lesquels elles émergent pourtant. Donc pour se tenir face au flux, il faut commencer par l'ouvrir, c'est-à-dire aussi bien y plonger que le briser finalement. Car il n'y a que par le dérèglement de notre environnement habituel d'existence que les dimensions de surprise, de rencontre et d'événements, autant de termes qui pour Maldinet sont des synonymes, deviennent enfin possibles. Et donc, je cite un dernier texte de Maldinet que vous trouvez dans un texte qui s'appelle « Une phénoménologie à l'impossible », la poésie. Donc je cite « Un événement est une déchirure de la trame de l'étang, de ce qui va de soi et va sans dire, soit par habitude, soit par système. » Donc là, on voit qu'on est dans des choses systémiques. La pensée se trouve devant la chose quand cesse d'être opérant le réseau de signification et l'intersection des expériences acquises. L'altérité ne peut être que rencontrée, et toute rencontre a lieu dans la surprise. Ce qui étonne dans un événement ou une chose, et ce qui fait son propre, ce qui étonne dans un événement ou une chose et qui fait son propre, alors, premièrement qu'il y ait quelque chose de tel, et deuxièmement que j'y ai ouverture. Les deux à partir de rien, dit. Une citation. Je vais conclure. Donc, ce que montre un travail comme celui de Jacques Perconte, c'est que les images numériques, ni plus ni moins que toute forme plastique, pour autant que soient compris les processus qu'elles engagent, et partant les lieux où avec elles notre regard pourra s'immiscer, sont aussi là pour nous permettre de prendre toute la démesure de notre expérience du réel. J'étais heureux que la question de notre rapport à la réalité soit posée dans la communication précédente. Le réel, elle m'a répété Henri Maldinet, c'est ce qu'on n'attendait pas, et ce qui, sitôt paru, est depuis toujours déjà là. Donc, à la fois une surprise totale et à la fois une familiarité absolue, en fait. Si le flux des images qui nous assaillent de toutes parts semble n'avoir d'autre finalité que de nous détourner du réel, il importe de chercher dans ce foyer en constante inflation des formes qui soient à même de nous envoyer à travers le monde, dont elles ouvrent les dimensions en nous ouvrant à lui. Dans une situation qui n'est plus de face à face pour Maldinet, ni de vis-à-vis, mais de co-appartenance. Une de ses grandes pensées, c'est de dire que quand on fait l'expérience d'un tableau, on appartient au tableau autant qu'il nous appartient, en fait. Donc, ce que donne cette connaissance du monde, connaissance en deux mots également, et qui se signale quand nos habitudes se brisent sur la fine crête de l'événement, et nous abandonne tout entier à la surprise d'exister, c'est encore une expression que j'emprunte à Maldinet, c'est que l'essentiel de ce que la forme plastique, sans voisinage ni dehors, a à nous communiquer, c'est la possibilité où nous sommes de lui être présents, et que nous ne découvrons jamais que là où elle commence, donc dans l'ici et maintenant d'une rencontre avec le réel, qu'elle nous adresse dans sa radicale nouveauté. Merci. Excusez-moi d'avoir un peu claqué. Merci beaucoup, Rodolphe. Tous ces questionnements, cette intervention est suffisamment riche pour mériter quelques réactions. On peut commencer par se poser la question à quoi rêvent les algorithmes, donc, sachant que donc on part de vous montrer des œuvres d'artistes qui s'occupent d'images qui ne touchent pas, qui ne transforment pas, des images qui sont parfaitement anonymes, pour arriver donc à un artiste qui, lui, au contraire, prend des images parfaitement signées, très, très intimes, et qui transforme pour finir par donner des peintures. Ça a fait un cheminement assez, peut-être un peu tortueux. Peut-être. Et comment est-ce qu'il les présente? Est-ce que donc vous avez dit John Raffman, donc à Lyon, c'était une projection sur un écran. Oui. Mais là, est-ce que Jacques Perconte il leur donne une matérialité à ces images? Il y a aussi bien... il est surtout vidéaste, en fait. C'est son activité principale. Donc il est présent sous forme soit de film, soit de vidéos installées. Depuis quelque temps, il fait des impressions d'images capturées dans ses flux vidéo, en fait. Donc il est présent aussi sous forme de peinture, je ne sais pas comment dire, parce que c'est pas de la peinture, mais c'est de l'impression numérique de flux vidéo transformés par des algorithmes, en fait. Donc la matérialité qu'on peut imaginer là, on l'éprouve encore plus concrètement quand on est face à l'image imprimée qui est un grand format, en fait. Mais... Alors il y a donc à l'image concrète. Oui, ce qui fait l'intérêt de son travail, je crois. Oui, donc merci pour cette communication tout à fait intéressante. Donc on retrouve une préoccupation qui était là dans l'intervention d'Alexander, c'est-à-dire cette volonté
d'aller contre le programme, enfin, si on veut maintenir une référence à Flusser, le programme de la machine, via le photographique. Enfin, en tout cas, il me semble que ça marche pour les deux premiers artistes que vous avez abordés, Julien Levesque et John Rathman. J'aimerais savoir pourquoi ça s'appelle Nine Eyes. Parce que les outils de prise de vue de Google, il y a 9 optiques qui permettent d'avoir une vue. Donc ça, d'accord, il me semble que ça marche en ce sens. En fait, je sens moins la manière dont vous établissez un lien. C'est une question, en fait. Hein, c'est pas du tout... comment vous faites le lien, finalement, avec Jacques Perconte, où les images, si j'ai bien compris, les images dont il parle ne sont pas des images traitées sur le flux, c'est des images, je ne sais pas, en ce qui concerne les photographies, son ami d'accord, et là, je ne sais pas bien écouter, mais d'où viennent les images sources. Et finalement, d'une part, et d'autre part, je n'y voyais pas non plus la référence au photographique en tant qu'elle travaille effectivement les œuvres de Levesque et de Rathman. Donc il me semble, enfin voilà, comment vous faites le lien alors dans cette ouverture, mais il me semble qu'elle est du même ordre. Enfin, non, formellement il n'y a pas de communauté de. Il n'y a pas de communauté de position, je ne sais pas comment exprimer la chose, mais moi ce qui m'intéresse, ce que je perçois notamment dans le travail de Julien Levesque, c'est qu'il y a aussi une dislocation de l'image finalement à son niveau, qui d'ailleurs est photographique mais qui est aussi animée, parce qu'on peut naviguer dans l'image. Moi ce qui m'intéressait ce qui m'intéresse assez fortement dans le travail de Jacques Perconte, c'est que il cherche vraiment à travailler contre la machine, dans un sens encore plus radical que ne le font essayer dans cette optique-là que j'ai voulu faire ce cheminement. C'est que si vraiment on veut aller contre la machine, donc l'ordinateur, ce qui suppose ça suppose déjà de comprendre comment elle marche, de savoir ce que c'est qu'une image numérique, et de la mettre en situation de ne plus pouvoir opérer. Donc justement le fait de ne plus en un sens de briser le photographique, c'est aussi ça qui nous fait sortir du flux. On peut être face à l'objet et cet objet devient une occasion possible. Je pense que c'est une expérience qu'on peut faire ou pas. Enfin, après, les choses sont subjectives, hein, mais devant le travail de Jacques Perconte, ça fait signe vers la réalité d'une manière différente qu'une image réaliste, mais ça nous envoie de manière tout aussi intense vers une expérience réelle, ce qui se voit davantage dans ces vidéos en fait. Et dans Marie, il parle de quoi? Il parle de flux vidéo en fait, donc des images qu'il a tournées. Donc il y a cette idée de flux, c'est plus un flux internet, mais il y a quand même l'idée de suspendre dans un instant de ce flux une image parce qu'elle est assez puissante pour produire une émotion. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, qui m'a fait aussi beaucoup penser à ce qu'on appelle le glitch art. Donc, évidemment, à plusieurs reprises, vous avez évoqué des dysfonctionnements, des perturbations, des défaillances, etc. Et j'ai un peu l'impression que avec le passage au numérique, il y a l'erreur était toujours un moyen pour éventuellement un moyen ou une forme de connaissance. Mais avec le numérique, ça a quand même changé. Donc, avec les glitches, par exemple, où une perturbation électronique provoque un changement dans l'image. Peut-être tout le monde connaît le film Matrix, où il y a en fait le chat qui passe 2 fois. Et donc, c'est une perturbation, c'est un glitch. Et alors, les protagonistes se rendent compte qu'il y a une erreur dans le système, donc qu'il y a déjà des agents méchants qui arrivent. Et donc, d'utiliser le glitch comme forme de connaissance, mais aussi comme un moyen d'aller contre le programme. Ça me semble quand même un aspect assez important pour ces genres d'artistes. Oui. Après, en tout cas, c'est clairement dans ce sillage-là que se situe Jacques Perconte, même si lui-même
Pour son propre compte, on considère qu'il ne s'inscrit pas dans le glitch, mais parce qu'il fait un travail vraiment très très précis sur des algorithmes de compression qui sont vraiment faits sur mesure pour produire des effets plastiques très très précis en fait. Mais il y a cette idée-là effectivement de mettre un flux ou un code en échec pour produire de la visibilité, donc une forme de connaissance, oui, ça c'est évident, quoi. Tu te demandais quel pouvait être le lien entre les artistes, entre Raffman et Perconte, par exemple. Parce que ça ne tient pas dans ce que vous avez appelé le retard, donc ce retard imperceptible, qui serait propre aux images du flux, et qui tiendrait peut-être à l'anonymat. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a plus d'opérateurs, il n'y a plus personne pour ressentir l'instant d'une prise de vue. Si on reste dans une prise d'image traditionnelle, on est toujours, comme on ne fait que attraper des images, on est toujours dans un effet de retard par rapport au moment où elles ont pu être prises. Et ce moment, il n'existe même plus en lui-même. Donc il y a ce retard qui apparaît d'une certaine manière chez Raffman et que provoque aussi Perconte d'une autre manière. Oui, à ceci près, que on pourrait entre guillemets objecter que chez Raffman, il y a malgré tout, même s'il n'y a pas d'opérateur, il y a dans le travail d'édition, il y a la recherche du moment où l'image agit d'un point de vue photographique malgré tout. Je ne suis pas spécialiste de Barthes et tout ça, mais la question du punctum, dans certaines des images qu'il prélève, elle est très très efficace en fait et très présente, il me semble. Et la deuxième différence, c'est que Jacques Perconte, en un sens, il abîme ou détruit des fichiers qu'il produit lui-même. Donc c'est ses propres images. Donc c'est son propre flux en fait qui est soumis à son acte artistique. Du coup, l'interrogation va quand même beaucoup plus loin, je pense. Mais c'est une forme de résistance à ce retard qui. Oui, ou de chercher fatalité. Oui, ou de réintroduire une puissance d'arrêt, donc la possibilité d'une contemplation. Parce que je crois que chez Perconte, c'est vraiment l'enjeu, il est à cet endroit-là à quelles conditions est-ce qu'on peut encore regarder une image. Il faut. En créant des aberrations, on crée de la visibilité, donc tout d'un coup le regard s'arrête sur une forme en fait, et c'est ça qu'il recherche, et à mon avis c'est là où son travail est intéressant, et je pense que dans le travail de Julien Lévesque, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là qui est fabriqué, le fait de produire un paysage qui a priori est un paysage, si on regarde rapidement, on peut penser que c'est un paysage tout à fait entre guillemets normal, et quand on regarde, on voit que les lignes et les courbes ne se rencontrent pas, et l'anomalie crée une forme de visibilité possible, une forme d'hospitalité possible. Tout d'un coup, il y a un espace où ça nous permet d'habiter l'image, en fait, et pas de nous y perdre ou de s'y diluer. C'est ce que je dirais. Des questions? Peut-être une remarque, peut-être quid de la dimension, en vous écoutant, charnelle, quand même texturologique, matériologique de ces images. Par rapport à Maldinet, oui, non, mais c'est très juste. Bien sûr. Non, c'est une vraie question, et c'est une question que je me pose à moi-même. Comment utiliser Maldinet dans un environnement qui lui ferait sans doute très peur, quoi. Mais en même temps, il est aussi là pour ça. Et quand le fait qu'il parle du code, où il y a un texte au moins où il parle de qu'est-ce qu'un code binaire informatique et en quoi est-ce que lui, ça lui permet aussi de penser le mouvement d'une forme esthétique, le rapport entre le 0 et le 1, qui chez lui font écho au rapport entre vide et plein, qui sont au travail dans toute forme plastique en fait. Donc oui, il y a cette dimension-là qui est questionnante. S'agissant de Jacques Perconte, le fait que ces images soient imprimées, ça nous met malgré tout, donc même si les techniques ne sont pas des techniques de peinture et de matérialité, donc s'il n'y a pas la même épaisseur que dans une image peinte, il y a quand même l'épreuve d'une forme avec laquelle on est dans un contact réel et physique. Et en projection, il y a un rapport immersif à l'image qui produit encore un autre type d'expérience et qui nous donne accès à une autre forme de matérialité en un sens, quoi. Donc, l'intérêt du travail vidéo de Jacques Perconte, c'est qu'il arrive en utilisant exclusivement les technologies numériques et en cherchant à les mettre en contradiction avec elles-mêmes, il arrive à reproduire des gestes de défiguration qui ont été travaillés 1000 fois en
argentique par des artistes qui font du grattage de pellicule ou ce genre de choses. Donc à la fois on n'y est pas du tout et à la fois on est en plein dedans, je pense.